Bonjour à tous et bienvenue au Bruit de la Ville, une chaîne de podcast dédiée à la ville. Cet espace riche, multiple et protéiforme où plus d'une personne sur deux vit aujourd'hui et bientôt 7 personnes sur 10 en 2050. Un temps d'échange avec un invité du jour pour l'aborder sous un regard spécifique mais toujours prospectif. Alors le thème du jour est ce qu'il est communément habituel d'appeler aujourd'hui les nouvelles gouvernances. En effet, le faire la ville est devenu une chose complexe, à la fois parce qu'on comprend que de plus en plus la nécessité d'intégrer de nombreuses clés d'entrée, des champs de compétences et d'acteurs, mais aussi parce que le monde, généralement, est entré en complexité. Les transitions écologiques, économiques, sociales nous obligent par ailleurs à envisager de nouveaux modes d'agir plus collaboratifs. Quels moyens et outils, quelles méthodes mettre en œuvre pour accompagner ces transitions et engager collectivement la somme de ces acteurs? Alors, pour nous aider à décrypter ce thème, nous avons le plaisir de recevoir Thibaut Villain. Thibaut Villain, bonjour. Bonjour Geoffrey Galland. Il est fondateur d'Explicité. Thibaut connaît une première phase de carrière professionnelle, d'abord en société d'économie mixte d'aménagement. Il passe par la CDC Habitat. En 2016-2017, donc après une formation complémentaire à Sciences Po Lille, il suit le cycle hautes études régionales. Il crée Explicité, atelier de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il est spécialiste des transitions urbaines et territoriales. Il accompagne ses premiers clients en phase d'études et de structuration de projets urbains et ou immobiliers. Alors, outre cette culture technique de l'urbanisme, Thibaut, il porte aussi particulièrement son intérêt sur les nouvelles manières de concevoir et de pratiquer la ville, innovation sociale, citoyenne, transition durable, nouveaux lieux et modes d'occupation des espaces. Via Explicité, puis l'ADEP et Nouveaux Locaux plus récemment, Thibaut entend mettre en œuvre une vision de la ville à la faveur des nouveaux urbanistes, pourrions-nous dire, ces collectifs citoyens, associatifs, acteurs de l'ESS, maîtrise d'ouvrage et nouveaux usages des démarches immobilières. Alors pour commencer Thibaut, on aime bien savoir un petit peu quels sont les parcours de nos intervenants, enfin d'où tu viens, quelles sont les origines de ta démarche, qu'est-ce qui t'a amené en fait à ces pratiques? Bah, merci tout d'abord de vous intéresser et de t'intéresser à ce qu'on essaie de mettre en œuvre dans les différents projets que je porte avec d'autres. Mon approche, initialement, quand j'étais enfant, moi, ce qui me faisait vibrer, c'était le patrimoine, c'était les châteaux, c'était les vieilles pierres, les vieilles briques. J'ai grandi dans la vallée de la Loire. Donc, quand on est enfant dans Effectivement. la vallée de la Loire, c'est de se faire la tournée des châteaux de la Loire. Visiter Chambord un matin d'automne au mois d'octobre pendant le brame des cerfs, Magnifique. ça marque, ça claque. Et donc voilà, mon appétence pour l'architecture, l'urbain, elle est apparue dans ces conditions-là. Et donc j'ai commencé là-dessus des études de géographie et d'histoire, et continué ensuite sur un master d'urbanisme et un peu de droit. Et j'avais notamment fait aussi mon stage de fin d'études pour le SDAP, l'ABF de Bordeaux, de Gironde, qui est une ville qui est aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir près de 400 monuments historiques. Donc je m'étais vraiment régalé sur l'articulation patrimoine, vieillesse, urbanisme contemporain, quoi, et comment est-ce qu'on intègre ces choses-là dans les projets. Et alors ça, on comprend donc cette filiation, Oui. ces origines, s'agissant du patrimoine et par extension de réflexion l'urbanisme, mais quid de l'ESS, cette approche finalement de se mettre au service du collectif, voire des plus précaires. On y reviendra. Ouais, on y reviendra certainement. Initialement, c'était même totalement parallèle et totalement dissocié de la question de l'urbain et de l'immobilier. Oui. Je m'intéressais, j'ai habité Roubaix de longues années, je m'étais intéressé un peu au tissu associatif, citoyen, politique aussi de la ville de Roubaix, et donc j'avais commencé de donner des coups de main à l'ADEP, Association de développement et d'éducation permanente, donc quelque chose qui est lié plutôt à la lutte contre l'illettrisme et la lutte contre l'électronisme, donc qui n'a rien à voir avec l'urbain, mais qui a tout à voir avec la citoyenneté, avec l'éducation citoyenne, avec la mise en œuvre d'un contrat social. Et en fin de compte, quand on parle citoyenneté, là, on commence à effleurer les enjeux d'urbanisme. Et à travers l'ADEP, j'ai aussi du coup beaucoup découvert les acteurs de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, l'ESS au sens large. Et ça a un peu fait écho en moi, puisque en tant qu'urbaniste, quand je montais des projets pour des SEM, pour des bailleurs, il y avait une injonction très forte de la part des collectivités à « vous nous mettrez la vie dans les projets urbains », dans les projets immobiliers d'ailleurs, dans les projets immobiliers. Sauf que la vie, elle ne vient pas spontanément dans un projet immobilier. Les projets immobiliers répondent d'abord souvent à une commande technique et financière avant de répondre à une commande citoyenne. C'est comme malheureusement comme ça. Enfin, malheureusement, ça ne fonctionne exclusivement comme ça pour le moment. Et or, en étant à l'ADEP et au contact de nombreux acteurs associatifs, en fin de compte, la vie, c'est eux qui l'amènent.
C'est tous ces bénévoles du quotidien qui font des assos, qui font des AMAP, qui s'occupent du club de foot, qui font du café citoyen, de l'habitat participatif, de l'habitat inclusif. La vie citoyenne, c'est eux qui l'amènent. Mais ces gens-là sont finalement assez décorrélés de la production de la ville. D'où les nouveaux urbanistes sur lesquels on a commencé d'écrire et développer quelques concepts depuis quelques années. Ouais, donc tu t'es assez rapidement rendu compte, confronté, on va dire, à la réalité de la vie urbaine Oui, versus processus de la fabrique de la ville qui est très technocratique, on pourrait dire. oui, Une même forme de normé, ouais. distance sur laquelle tu t'es dit, il va falloir que je trouve les moyens d'y œuvrer. Exactement. Et or, moi, quand j'étais enfin, il y a un gros déficit, un gros déficit de pédagogie et d'explicitation de la ville. C'est effectivement un truc très technocratique, très réglementaire, très normé, soumis à des logiques réglementaires, techniques, financières. Et donc, la ville est finalement assez dépolitisée. Alors que, initialement, ou en tout cas, tel qu'on me l'avait enseigné à la fac, soi-disant, l'urbanisme, c'est une transcription spatiale de la manière dont on conçoit notre lien social. La cité. La cité, depuis nos amis grecs, tout mais ça fonctionne, à mon sens, ça ne fonctionne plus comme ça. D'où la défiance citoyenne, d'ailleurs, dès qu'on pose un permis de construire, la crainte des riverains, les inquiétudes, y compris des élus, qui n'ont plus de prise sur les projets urbains, quoi qu'ils en disent. Alors, est-ce qu'il y a eu, parce que là, on est déjà en train d'un peu décrypter, mais sans citer un cas particulier, mais sur ton parcours, comment les choses sont commencées à s'imbriquer, il y a eu un projet, une rencontre, une expérience particulière qui a été plus déterminante qu'une autre sur ce parcours, ou ça a été vraiment quelque chose de très itératif? Non, c'est vraiment un mur de briques que j'ai assemblé mon puzzle progressivement en croisant la culture du projet urbain, la culture du projet immobilier et la culture de la citoyenneté. Et j'ai commencé d'assembler tout ça au sein d'Explicité, raconter la ville, la rendre plus accessible, plus partageable, pour que tout le monde puisse se l'approprier. Et ce que je critique, c'est pas un acteur en particulier. Il n'y a pas de méchants promoteurs et de gentilles associations. Ça marche pas du tout comme ça. Il y a de très bons opérateurs immobiliers et des associations totalement incompétentes. Il y a un système qui est faillible et perfectible et sur lesquels je pense que nous, urbanistes, architectes, mais aussi promoteurs, opérateurs, enfin tous les acteurs du système doivent. J'aimerais essayer d'œuvrer collectivement à l'amélioration du système. Alors, on y reviendra sur cette question d'œuvrer collectivement parce que c'est clairement, en fait, je pense, le cœur de nos échanges aujourd'hui. Mais avant d'en venir là, aujourd'hui, sur la façon que tu as de structurer ton parcours professionnel, explicité, Oui, voilà, qui est qui un me outil, on nourrit, va en parler, ta présence à l'ADEP, toujours. toujours, et la création en 2017 de nouveaux locaux, qui sont 2020, Explicité 2017, nouveaux locaux 2020. nouveaux locaux 2020, autant Oui. pour moi. Et donc, enfin, une pluralité de projets et de situations. Oui. Est-ce que ça voudrait dire que d'une certaine façon, que tu n'as pas encore trouvé le parfait véhicule qui te permette d'œuvrer significativement sur le jeu d'acteur, ou en fait, il faut ces trois outils pour agir significativement sur la ville? Enfin, C'est intéressant comme question. Une forme de boulimie, on peut le dire. Boulimie, non. En fait, Et mais elle est, elle est c'est marrant. magnifique. Non, j'estime que j'ai pas le choix. Enfin, pour aller dans ma cohérence, je dois porter ces projets de cette manière-là. Il n'y a pas une ambition de les réunir ni de les fusionner, même si. D'autant que chacun est aussi le fruit d'un travail d'équipe de l'autre côté. Moi, là, je suis le porte-parole, mais derrière l'ADEP, il y a tout un conseil d'administration, il y a des collectivités partenaires, il y a 12 salariés qui étaient là avant moi et qui seront là après. Explicité, c'est mon bébé, effectivement, j'en suis le seul actionnaire fondateur. Et Nouveaux Locaux, pareil, je l'ai imaginé, co-conçu avec Erwan Leduby, qui est un responsable associatif, lui de son côté. Mais très vite, on a été rejoint par une vingtaine d'associations adhérentes bientôt. Et là aussi, Nouveaux Locaux comme l'ADEP ne m'appartiennent pas et doivent vivre ensuite leur vie au-delà de ce que moi j'ai pu impulser. Mais très vite, c'est des projets qui me dépassent. Moi, j'en prends une toute petite partie. Donc, ils n'ont pas fonctionné, ils n'ont pas du tout vocation à fusionner, à converger ensemble. En revanche, les trois structures, quelles qu'elles soient, ont en commun, je pense, cette question de la citoyenneté. Et comment est-ce qu'on, les trois, reparticipent à la mise en œuvre d'un contrat social tel que l'avait imaginé Jean-Jacques Rousseau, si je fais mon philosophe de comptoir. Et les trois, de mon point de vue, proposent des réponses. Alors, peut-être on prend un temps pour nos auditeurs à parler de la structure d'Explicité. Tu as pressenti, à l'époque de sa fondation, je pense qu'il manquait, on en a déjà un peu parlé, d'un lien entre l'urbanisme stratégique, l'urbanisme opérationnel, la citoyenneté, l'innovation sociale. Exactement. Est-ce que tu peux en parler? C'est un rôle d'AMO, de facilitateur? Oui. Voilà, on n'est pas des, on est un peu technicien, mais pas spécialement. On vend pas cette expertise. Il y a des grandes agences d'urbain
privé comme public, qui prône très bien ces expertises-là. Expliciter néanmoins à quelques prismes, quelques modules. On est d'ailleurs en train de refaire totalement le dessin de nos outils graphiques pour bien faire comprendre nos valeurs. Mais pour faire simple, l'idée d'expliciter, c'est effectivement, de réunir tous les acteurs, toutes les parties prenantes autour du projet, y compris les parties prenantes qu'on a tendance à déconsidérer, les acteurs associatifs, les citoyens, les collaborateurs. Il s'agit de dépasser les questions de concertation et cette injonction de la concertation à la démocratie participative dont on voit bien qu'elle ne donne pas les résultats escomptés, de toute façon. Enfin, sans doute s'y prend-on mal. Dans les faits, c'est vertueux d'impliquer justement ces acteurs-là. L'objectif est louable. Les questions sont saines, mais les réponses sont dysfonctionnelles. Oui. Ça va faire long pour un podcast d'une demi-heure. Je vais essayer de faire court. Donc expliciter veut faire ça. Et puis expliciter, il y a un truc d'expliciter auquel je suis assez attaché, que j'ai bien mûri avec Jérémy Auffrère, le premier jeune urbain qui a eu la folie de me suivre un peu dans l'aventure en tant que directeur d'études. Et on a voulu expliquer les choses par un prisme qu'on appelle, nous, les 3 urbanismes dans notre jargon. L'urbanisme, le premier, c'est l'urbanisme réglementaire, tel que le conçoivent les institutions, les élus, nos interlocuteurs. Et pour eux, quand ils ont fini leur PLU ou leur PLUI, leur plan local d'urbanisme, pour les non-experts, ils pensent que l'urbain est fini. Pas du tout. À mon sens, un bon PLU doit d'abord répondre à un urbanisme stratégique, c'est-à-dire une vision politique du territoire. Pourquoi le maire a été élu ? Qui peut s'inscrire dans un SCOT éventuellement, qui est un autre outil territorial. Oui, c'est effectivement un outil stratégique ou aussi des PLH. Mais ça reste encore des documents très technocratiques, mais en fait, nombre d'élus que je rencontre sont un peu dépassés par les événements, par la complexité du bazar, et se sentent dépossédés du phénomène urbain, qu'ils ne comprennent pas. Donc le premier urbanisme, à mon sens, c'est déjà de repolitiser l'urbain, avec un grand P, pas d'en faire de la petite politique, mais d'en refaire un support de discussion et de débat citoyen. Pour que les gens comprennent où on va. Pourquoi est-ce qu'il faut parler de densité ? Pourquoi est-ce qu'il faut intégrer les mécanismes de transition environnementale ? Pourquoi est-ce qu'il faut parler de repenser les mobilités ? Voilà, toutes ces choses-là sont assez peu mises au débat public. Elles sont noyautées par des questions réglementaires et techniques qui échappent au débat citoyen. Oui, ou alors après, dans un second temps, qui rentre dans des processus d'urbanisme opérationnel. Et ça, c'est l'autre pendant. Et donc, une fois que j'ai parlé d'urbanisme réglementaire numéro 1, mais qui, à mon sens, est insuffisant, le deuxième tiers, l'urbanisme stratégique, et le troisième tiers, l'urbanisme opérationnel. C'est pas le tout de faire un PLU avec des règlements et de la simple constructibilité. Dans un contexte de complexification de la production urbaine, les collectivités doivent, dorénavant, faire un urbanisme beaucoup plus volontariste. On a eu, depuis la Seconde Guerre mondiale, un urbanisme plutôt de laisser aller et de laisser faire, en considérant que le marché allait pourvoir à tous les besoins de la ville. C'est vrai en partie, mais c'est insuffisant. Et aujourd'hui, on voit les limites de ce système-là. Et dorénavant, les collectivités doivent mener et doivent utiliser des outils qui existent. Je ne réinvente pas la poudre. Tout le droit de l'urbanisme et le droit administratif est déjà largement armé, largement plutôt bien fichu, encore qu'il y a toujours des pistes d'amélioration, mais globalement, les outils sont là pour porter des opérations d'urbanisme plus volontaristes, donc des ZAC, des concessions d'aménagement, mettre en place des procédures de préemption et d'expropriation. Je sais que c'est un peu violent et c'est un gros tabou en collectivité, mais de manière un peu simpliste, dans les territoires périphériques ou périurbains où je travaille, s'il n'y a pas d'urbanisme volontariste sur la reconquête d'une friche ou d'un espace vacant, c'est le bureau de poste et les classes qui ferment dans les 3-4 ans. Alors, et là où tu continues d'avoir un rôle d'AMO, et tu l'as un peu cité, sur le volet justement ESS ou nouveaux urbanistes, bon, on rentre dans l'urbanisme opérationnel, tu les accompagnes, oui. Disons qu'il y a un projet de création de ZAC ou concession d'aménagement, oui. On est encore dans la fabrique classique, mais comment on incite, on met en lien ces acteurs qui ont des énergies qui ne sont pas sollicitées. Et ça c'est très bien dit. Ils ont des énergies, ils ont des aspirations, ils ont des envies. Ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les méthodes. En revanche, ils savent répondre à un besoin qu'ils ont identifié, qui n'est pas toujours très bien chiffré, mais un besoin sociétal. Et donc ces gens-là, en général, les acteurs institutionnels de la ville les mettent dans les rez-de-chaussée, dans les espaces un peu faibles, dans les lieux qu'on n'arrive pas à commercialiser. Il y a du coup un peu de suffisance et de prétention des institutions vis-à-vis de ça. Et d'où le phénomène d'occupation temporaire et d'occupation tactique. Dit comme ça, on trouve ça classe, mais en vérité, c'est mettre des gens pauvres dans des lieux qui ne sont pas adaptés. Si je le dis de manière un peu cash. Et avec en plus une temporalité précaire. Exactement, précarité, mal chauffée, pas accessible, pas sécure. Donc, alors au prétexte d'innovation sociale, on a le droit d'être dans de mauvaises conditions. Bon, on fait doucement marrer. Ceci étant dit, donc tous ces publics-là, eux pour le coup, là sont une démocratie non pas participative, mais active. Ils portent les projets. Ils veulent
il propose de faire un habitat inclusif, un habitat participatif, un café citoyen, un pédibus, que sais-je encore. Mais là, on a les urbanistes, on a les acteurs de la ville. Et moi, tout mon job au sein d'Explicité et au sein de Nouveaux Locaux, c'est d'en faire non pas des personnes qu'on va consulter, mais de futurs maîtres d'ouvrage. Comment est-ce qu'on les associe très en amont dans la programmation, en association avec les promoteurs et les bailleurs, parce qu'on a besoin des promoteurs et des bailleurs. Donc en action concrète, tu organises des workshops, des temps d'échange. Des ateliers, des temps d'échange. Quand le projet est porté par un bailleur ou par un promoteur, effectivement, on va trouver le moyen de solliciter ces acteurs de l'ESS pour faire de la programmation. Et là, et depuis 1 an, vraiment, là, on commence à décrocher beaucoup de marchés sur cette thématique-là. Une autre manière de faire de la programmation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des études de faisabilité ou des études de marché, on fait des études de besoin. Ça, c'est notre approche. De quoi a besoin le territoire? Pas ce dont le territoire passe pas. La question n'est pas qui peut payer quoi, qui a le pouvoir d'achat pour acheter un logement. La question, c'est de quoi a besoin quelle tranche de la population. Et donc, on fait ces études de faisabilité et de marché. Et voir ensuite, et c'est l'objet de Nouveaux Locaux, en associant ces gens-là, en devenant maître d'ouvrage, comment est-ce qu'on crée les nouveaux opérateurs immobiliers qui ont les statuts de l'ESS et qui vont porter les projets par eux-mêmes. Et donc là, on se nourrit de toutes les stratégies de maîtrise foncière, de foncière solidaire, type plateau urbain, type Belleville, qui sont en fait des regroupements de non-professionnels de l'immobilier qui se fédèrent autour d'un outil de l'immobilier. Et ça, je trouve ça fascinant. Cette progression d'acteurs de l'ESS qui deviennent à leur tour des acteurs de la ville et de l'immobilier, et qui donc jouent dans la cour des grands. Et là, il y a un dépassement de la démocratie participative vers la démocratie active que je trouve très intéressant. Et ça suppose, j'imagine, alors je ne sais pas si c'est encore structuré chez toi, un transfert de savoir, de la culturation, de la formation. Oui. Ça, ce volet-là, est-ce que on pourrait dire que c'est un projet à venir? Oui, donc au sein de Nouveaux Locaux, avec François Roca notamment, on met en place tous les dispositifs de sensibilisation autour du montage de projets IMO urbains. En gros, savoir servir d'Excel, pas non plus la mort. Je caricature parce que c'est bien beau d'avoir des idéaux, mais s'ils ne rentrent pas dans une case Excel, donc ça sert à rien. C'est comme ça que fonctionne notre monde. Donc on fait un gros travail de mise en place méthodologie et ensuite on est entouré par des super comptables qui s'intéressent à la croisement des modèles économiques hybrides, un peu la disruption. Et on a aussi un très très bon notaire qui est capable de nous proposer des montages un peu atypiques, type création de foncières hybrides, bois amphithéotique, bois à construire, pour arriver à réinventer la ville, puisque si on doit réinventer la ville sur des lieux anciens, il faut aussi réinventer les montages et les modèles économiques. Mais on est d'accord que quasiment, là, tu viens d'en citer quelques-uns, dans le champ des acteurs, chaque acteur aujourd'hui du faire la ville est en processus d'innovation. Oui. Il n'y a plus les métiers tels qu'on les pratiquait préalablement, qu'on soit un notaire, un comptable, un urbaniste, un maître d'ouvrage quel qu'il soit, en fait, doit réinventer son modèle, sa façon de procéder. Exactement. Et ça, c'est déstabilisant quand même. Mais je trouve ça génial, moi. Parce que c'est déstabilisant et c'est le deuxième effet qui se coule de la loi Climat et Résilience et du fameux ZAN. En réinterrogeant totalement la forme urbaine, ça réinterroge complètement l'économie et le système de la production de la ville. Et donc, tous les métiers qui vont être derrière. Ce qui est effectivement déstabilisant. Alors, moi, ça me nourrit parce qu'en fin de compte, je suis rémunéré pour apporter des réponses, ou en tout cas, je suis rémunéré pour poser des questions. Je n'ai pas forcément les réponses, mais au moins, je pose des questions. En revanche, tous les acteurs institutionnels, les bailleurs sociaux, les promoteurs, certains autres acteurs qui étaient plutôt installés sur une situation de rente, là, sont totalement disruptés, comme dirait notre président, sur leur modèle économique parce qu'ils n'ont plus un accès facile au foncier easy. Et donc, c'est plutôt ce fameux ZAN, une manière de repenser totalement les productions et les modèles économiques. Moi, je crois beaucoup à un retour en force de l'artisanat d'excellence, parce qu'on va devoir faire de la dentelle de rénovation et de restauration. Et il va falloir travailler beaucoup plus avec ces gens-là. En revanche, les grands bétonneux dont notre système de reconstruction a accouché en France, eux sont dans une drôle de difficulté. Oui, enfin, les tentatives par lesquelles on est passé pendant des dizaines d'années de la sérialisation, exactement, des phénomènes de masse productivistes, semblent avoir du plomb dans l'aile. Ils sont arrivés au bout du système, quoi. Et donc on va avoir dans la ville la même chose que dans la mode. Est-ce qu'on va retrouver des petits ateliers de fabrication dans nos espaces urbains, peut-être, ça me paraît fantasme un peu l'une des pistes de la résilience, comme on trouve dans l'agriculture, de plus en plus d'acteurs qui nous vendent de la permaculture en micro-unités de quartier. Et il me semble effectivement que l'une des pistes de notre civilisation du XXIe siècle, ça va être le retour de la proximité. Et une granulométrie de l'économie, beaucoup des plus mobilités, fine. Des constructions, des matériaux, de notre manière de vivre, de nous nourrir, va devoir se réduire parce que tout mouvement, tout déplacement de matériaux, de personnes, d'informations, ça génère des gaz à effet de serre.
fondamentalement, in fine, on en revient toujours sur la production de GES, quel que soit le modèle économique dont on parle. Donc il faut trouver le moyen de resserrer. Et alors justement, nouveaux locaux, pour faire un petit focus quand même là-dessus, moi j'ai trouvé qu'il y avait un point de rencontre assez formidable entre l'idée d'essaimage de projets à vocation sociale et économique d'un côté, à coût maîtrisé, et puis en même temps cette attention à ce côté bicéphale que tu as, toujours attention portée aux questions urbaines, parce qu'en fait tu proposes d'investir des immeubles vacants. Tu parlais de la Lausanne, alors zéro artificialisation nette, qui veut dire qu'aujourd'hui, dorénavant, a priori, enfin en tout cas la loi l'impose, on ne pourra plus, à tel point qu'on le faisait au préalable, faire de l'étalement urbain et donc devoir travailler la ville sur la ville. Bien sûr. Et donc cette vacance en même temps qui est constatée par tous en milieu urbain, des millions de mètres carrés sont non occupés. Oui, en milieu rural aussi. En milieu rural aussi. A fortiori. Hein. Et donc, voilà, Nouveaux Locaux propose de se positionner à la rencontre entre une situation, une vacance... Et des gens. Et des gens pour les investir. Nouveaux Locaux, c'est d'abord un regroupement, une méthode, une mutualisation. C'est déjà l'affirmation que les choses doivent être faites ensemble. Nouveaux Locaux, c'est la réunion de porteurs de projets. Nouveaux Locaux n'est pas porteur de projet. Simplement, parmi nos adhérents, on a différentes associations qui ont bien compris que face au phénomène immobilier, elles avaient devoir se regrouper et créer de la solidarité. Parce que individuellement, elles ne pourront pas lutter face aux forces de l'argent. Donc, elles se regroupent déjà au sein de Nouveaux Locaux. Au sein de Nouveaux Locaux, on met en place des missions d'AMO, d'AMU, d'assistance à maîtrise d'usage, et de la mise en lien, en réseau entre les associations et les bailleurs. Je le répète, on travaille avec tout le monde, tous ceux qui veulent travailler. Il n'y a pas de sale acteur. Donc, on fait déjà un gros travail de mise en lien et de mise en réseau et de création institutionnelle d'un nouvel acteur. Ensuite, l'une des réponses opérationnelles qu'on aimerait prototyper, c'est la création d'une foncière solidaire, qui interviendrait effectivement en 2024, où Nouveaux Locaux se positionnerait sur des petits ensembles immobiliers que personne ne veut. On ne va pas être en concurrence avec des acteurs de l'immobilier qui ont un modèle économique, on n'a pas les moyens ni la volonté de le faire. On veut juste se positionner sur des opportunités immobilières et des espaces vacants qui vont s'accroître puisque le monde changeant, bien sûr, c'est la palissade de dire une chose pareille, mais le 21e siècle va laisser derrière lui des groupes scolaires, des gendarmeries, des petits EHPAD, des stations-service, des hôtels de poste, tout un ensemble de lieux qui ont été créés au 19e et 20e pour des usages qui sont en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on fait pour ces micro-friches et ces micro-espaces vacants de quartier qui sont des pépites pour les acteurs associatifs, mais qui sont des objets non rentables pour les acteurs économiques ? Et donc, Nouveaux Locaux voudraient prototyper des réponses là-dessus. Et on est d'accord que là, l'idée, c'est aussi d'aller... parce que c'est au service de la précarité, c'est au service d'une population en difficulté. C'est l'objet aussi de Nouveaux Locaux. Et effectivement... Il y a une vocation sociale et solidaire, exactement. Très franche. Parce que c'est la commande de nos adhérents. Le modèle économique, du coup, se porte aussi sur l'idée qu'à un moment donné, ce foncier, a priori non désirable... pour dire les choses clairement, peut avoir une valeur à l'euro symbolique, et donc ça crée un modèle économique alternatif. Un modèle socio-économique. Oui. Si les lieux, effectivement, n'ont pas de valeur économique, n'ont pas de valeur marchande, ils ont en revanche une très grande valeur sociale et environnementale. Puisque, étant plus dans la rénovation, on a pour le coup un bilan gaz à effet de serre excellent, puisqu'on récupère les briques, les pierres de taille, le béton, tout ça, et n'est pas posé. Donc, on part déjà d'un bilan GES qui est excellent. Et ensuite, effectivement, on redonne de la noblesse à des populations qui n'en ont pas toujours connu, pour le dire de manière posée. Et on leur redonne des presbytères, des maisons de maître, des beaux bâtiments art déco qui ont été le témoignage d'une richesse passée. Il y a 4 mètres de plafond, il y a des matériaux, il y a des parquets. Voilà, on remet du beau. Château de Chambord. Tranquille, effectivement. Inchauffable, c'est un bilan GES, le château de Chambord. Et c'est ainsi que le prototype, si je continue sur le sujet, c'est ce qu'on avait imaginé avec l'As des As, qui est une association qui promeut l'inclusion des personnes en situation d'autisme Asperger, en partenariat avec les communes d'Anzin et de Valenciennes Métropole, qui ont mis à la disposition à l'euro symbolique une maison de maître vacante depuis plus d'une dizaine d'années et son grand jardin. Donc l'As des As, que j'ai accompagné moi à l'époque en tant qu'AMO, s'est saisi de cette maison qu'elle a achetée 1 euro, mais dans laquelle on a mis pas loin de 2 millions d'euros d'investissement et de rénovation, et qu'on a transformé en habitat inclusif. Et là, on avait un excellent prototype d'un acteur de l'ESS se saisit d'un espace vacant
mais noble, mais sans valeur financière, puisque la maison était bouffée par les mairies. Ça faisait 10 ans qu'en fait, il n'y avait pas de modèle économique qui fonctionnait avec les opérateurs immobiliers classiques. Exactement. Et là, grâce au soutien de la collectivité, de différentes fondations, du mécénat et d'un emprunt, parce que c'est une hybridation des financements, et il fallait quand même trouver un modèle économique. Donc l'association s'est quand même comportée comme un opérateur immobilier, avec une analyse des bilans, coûts, recettes, et a fait un emprunt bancaire, bien sûr. On a porté le projet qui a été livré cette année sous maîtrise d'œuvre Sam Evanché notamment. D'accord, oui, qui pour toi crée une espèce de précédent, l'archétype un peu de ce que Nouveau Loco a pour vocation de faire dans les années à venir. Quoi. De l'innovation sociale dans l'ancien. D'accord. J'ai te posé la question, est-ce que tu as un projet phare ou emblématique, mais en réalité tu viens d'en citer un. Oui, c'est celui-ci qui paraissait le plus pertinent pour illustrer un peu les choses. C'est une très bonne synthèse. Et si tu avais peut-être quand même un exemple à nous citer d'un projet, alors peut-être porté par Explicité, en fait, pour nous raconter un peu comment ça fonctionne à travers un cas d'école ou Là, j'ai un projet. Alors, je ne vais pas le situer géographiquement parce que le contrat n'est pas encore signé. Je ne voudrais pas qu'on me le pique. Non, en revanche, je m'intéresse beaucoup en ce moment, effet ZAN, sur la question du développement économique et la création d'emplois. Le ZAN empêche dorénavant, ou en tout cas contraint énormément, les entrepreneurs dans l'implantation de leurs locaux artisanaux, les usines, et la fabrique de l'emploi. Et donc, sans aucun dogme, je travaille aussi avec des entrepreneurs de l'économie libérale et de l'économie de marché, c'est eux qui font vivre la cité aussi, c'est eux qui créent l'emploi. Or, ils sont confrontés au même titre que les autres à cette question du ZAN. Et donc l'idée, là, je suis en train de plancher sur deux structures foncières hybrides avec des cofinancements publics et des cofinancements privés. La collectivité a pour elle l'intérêt général qu'elle peut exercer pour mettre en place des mesures de préemption, voire d'expropriation pour mobiliser des sites vacants ou des grandes usines vacantes, en partenariat par exemple avec l'établissement public foncier, l'EPF. En revanche, ces moyens d'investissement sont limités. À l'inverse, eux, les entrepreneurs, ont quelques moyens d'investir dans leur modèle économique, dans l'immobilier. Et donc, plutôt que de créer des structures où la collectivité s'endette lourdement pour vendre des terres agricoles qu'elle transforme en zone d'activité économique, et que des entrepreneurs, eux, s'endettent pour faire leur petite boîte d'un niveau architectural qui est quand même assez faible. Là, on est en train de monter avec deux collectivités, des foncières hybrides, où on va faire venir les fonds du privé dans une structure d'intérêt public qui va porter des projets d'aménagement. Et donc, les entrepreneurs ne seront plus propriétaires de leurs murs, mais seront propriétaires de la structure qui possède leurs murs. Donc, eux, ils ont quand même leur rentabilité immobilière. Ils se créent quand même un actif immobilier pour tenir leur modèle économique et adosser les emprunts bancaires. La collectivité, elle, de son côté, garantit les mécanismes d'emprunt, permettant donc de sécuriser l'investissement. Et puis, on est du coup sur un vrai projet de territoire, c'est-à-dire qu'au sein de cette structure hybride s'exerce l'écriture d'une vision politique et d'une vision de l'emploi et d'une vision du développement économique partagée entre le privé et le public. Et on est là encore dans des situations a priori de réemploi de bâtiments existants désaffectés. On sera effectivement... Ou en tout cas, la majorité devrait être dans ce cas de figure-là. On sera en tout cas sur une logique de proximité et d'économie de moyens et de mutualisation. Alors, est-ce que tu penses qu'on pourrait même aller jusqu'à... j'ai en tête l'exemple en Hollande, notamment à Rotterdam, où en fait, dès qu'il y a des bâtiments qui sont vacants, dès lors que en fait, le propriétaire ne met pas en exergue un projet d'usage sur ce bâtiment, en fait, il y a une loi qui autorise n'importe quelle structure à s'installer et à utiliser ces bâtiments. On touche à un tabou de la Révolution française. Oui. Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. La propriété sacrée est un droit, la propriété privée est un droit sacré et inviolable. Virgule, si ce n'est lorsque l'intérêt général l'exige. Et donc, effectivement, en France, on considère que, quand bien même le foncier et l'immobilier va devenir de plus en plus rare, la propriété privée individuelle s'impose. C'est une vraie question. Au coût environnemental, tabou, effectivement. Et au coût environnemental de nos sociétés et à la recherche d'espaces vacants, dans quelle mesure est-ce que l'intérêt général justifierait qu'effectivement, à partir de 10 ou 15 ans, si un propriétaire a manifestement abandonné son bien ou qu'on considère qu'il est en sous-occupation, dans quelle mesure peut-on s'en emparer? Je vais passer pour un dangereux trotskiste. C'est ça. Merci Geoffrey. Mais ça pose effectivement une vraie question de ce rapport intérêt général vs intérêt privé. Mais ça, c'est tout le travail du contrat social que j'évoquais tout à l'heure. Oui, non, mais c'est là où... Sachant qu'à un moment donné, dans le droit français au XIXe siècle, notamment via le travail de Prosper Mérimée,
et les premiers monuments historiques, on a connu un temps où la loi disait que si un propriétaire abandonnait manifestement son monument historique, la puissance politique avait le droit de l'exproprier. Bon, on a vite interrompu ce dispositif parce qu'ils se sont assez vite rendu compte que ça allait coûter une véritable fortune d'exproprier par essence tout ce qui était monument historique, donc cette loi a renoncé. Mais à un moment donné, effectivement, l'intérêt général du patrimoine s'imposait à la propriété privée. Oui. Bon, l'intérêt général, il est démontrable aussi dans le cadre de projets d'aménagement, Oui. d'urbanisme. Bien sûr. Il y a encore ce que tu énonçais tout à l'heure, les procédures d'expropriation via la déclaration d'intérêt public, Oui. qui peut encore être démontré, mais bon, sur des échelles macro. Sauf qu'ils font une volonté politique très forte. Mais il faut une volonté politique très forte qui est souvent financière, faible. un peu, mais c'est même pas... je pense qu'à coût constant, dans l'économie générale de la ville, ça va pas forcément coûter beaucoup plus cher. C'est juste des mécanismes de péréquation et de réorientation de certains budgets, oui. Notamment de certains mécanismes de défiscalisation immobilière, qui pourraient être réorientés vers la maîtrise foncière. L'idée, c'est qu'effectivement, les promoteurs puissent faire leur travail et faire un travail de qualité, parce qu'un promoteur, un opérateur immobilier qui est débarrassé de l'enveloppe foncière dans son bilan d'aménagement, là, on peut recommencer par l'architecture, on peut recommencer par les matériaux, usages, qualité esthétique. Mais tant qu'on laisse filer la spéculation foncière, on ne parle plus que du foncier et tout le pognon part dans le sous-sol, dans ce qui est invisible. Ce qui est très frustrant pour les opérateurs. Aujourd'hui, on le sait, entre autres sujets, mais un effet ciseau sur la problématique de la création de logements aujourd'hui en France qui est encore un peu insoluble. Exactement. Et il va bien falloir le résoudre. En matière de mobilité, si je caricature un peu ma pensée, j'ai encore 2 minutes. Ah, bien sûr. Nous avons le temps de noter nos échanges. En matière de construction automobile et de mobilité, BMW ou Dacia ne possèdent pas les routes sur lesquelles ils font circuler leurs véhicules. Ils vendent le même produit, on va du point A au point B, globalement sur la même durée, dans des conditions de confort différentes. Et donc, on met l'argent non pas dans la mobilité, on met l'argent dans l'outil de la mobilité, mais pas dans la mobilité en elle-même. Quand on achète une BMW ou une Dacia, on sait pourquoi on achète l'une ou l'autre. Et donc, on a 2 entrepreneurs qui vendent un produit de qualité différente avec des aspirations différentes. Mais or, chez les promoteurs, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, malheureusement. Ils sont les pauvres, j'allais dire. Ils sont soumis aux logiques de spéculation du marché, donc ils se battent pour un bout de foncier, mais ils vont vendre peu ou prou les mêmes choses. Il n'y a pas de distinction entre tel promoteur vend plutôt de l'économie, tel autre vend plutôt de l'architecture contemporaine, tel autre vend du patrimoine. Te jurer le contraire, mais effectivement. Quoi qu'ils en disent, la preuve, ils ont les mêmes architectes. À des produits globalement identiques. Bien sûr. Oui. Parce qu'en fait, ils sont tenus et contraints par des modèles économiques identiques. Donc leur marge d'identité est quand même assez réduite. Si, effectivement, le pouvoir public trouvait des solutions plus pérennes en matière de maîtrise foncière, les promoteurs et les bailleurs pourraient aussi travailler beaucoup plus intelligemment et calculer leur rémunération, non pas en indexant la rémunération sur la spéculation foncière, mais en calculant la rémunération sur la qualité du produit qu'ils vendent. Et là, ça me paraît être beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, on en revient à la boucle de notre discussion. Il faut agir sur le jeu d'acteurs. Exactement. Il faut sur la gouvernance, faire se rencontrer, sur le système. faire se rencontrer les différents acteurs qui font la ville d'aujourd'hui et trouver les solutions collectivement. On va en terminer avec quelques petites questions qu'on qualifiera de blitz avec toi. Question un peu idiote, mais c'est quoi pour toi la ville de demain? Si tu devais sans faire mon réac, c'est peut-être la ville d'hier, la ville de la proximité. D'accord. Et quel métier vois-tu émerger prochainement autour des questions de l'aménagement? Le nôtre. Les urbanistes sont totalement déconsidérés dans la production du phénomène urbain. Je pense que les urbanistes sont responsables de la situation dans laquelle ils sont. C'est pas de la faute du système, mais il me semble qu'on n'a jamais eu autant besoin de ces compétences. Et tu as un prochain grand projet? Bon, dans quelques années, j'aimerais bien hacker le système des agents immobiliers. Il y a un gros travail à faire sur les copros et sur l'accompagnement sur ce métier des agents immobiliers et des copros. Mais ça, oui, c'est les copros et les syndics. Exactement, oui. Créer les conditions de l'acceptabilité de l'immobilier et des travaux, c'est-à-dire reprendre tous les outils de la concertation et de la gouvernance et l'appliquer à la micro-échelle de l'habitat participatif et des copropriétés. Un énorme travail là-dedans. Effectivement, vaste programme. Oui, je t'en solliciterai. T'as un livre récemment qui t'a marqué, ou même pas forcément récemment, mais quelque chose qui, dans ton parcours hors sujet, j'ai ouvert un grand classique de Sagan, Bonjour Tristesse. C'est une claque de ce que la société considère comme
une enfant de 18 ans, qu'elle ait pu produire un truc aussi riche, aussi complexe, c'était assez abyssal. Parfait. Écoutez, un livre à lire pour tous, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. T'as un projet que tu aurais visité, qui t'a provoqué une émotion? Que ce soit un projet d'urbanisme, un parc, une architecture? Non, mon petit plaisir régulier, j'ai la chance d'avoir un accord cadre avec l'établissement public foncier ou avec nos collectivités, c'est de faire de l'urbex légal. Et donc chaque semaine, j'ai mes petites visites de maisons de maître abandonnées, de la belle usine qui a son petit charme et c'est ce qu'on voudrait pouvoir sauver au maximum. Là récemment, un très beau château art déco bouffé par la mérule. Mais tout était resté en place depuis 10 ans, les propriétaires étaient partis, donc il y a toute une histoire de vie derrière, un parcours de vie qui est en échec. Et le piano était encore en place, et le champignon avait gagné le piano depuis le plancher. Et il y avait une espèce de vision du piano qui était en train de s'enfoncer dans le plancher, qui avait déjà disparu à mi-hauteur. On aurait dit un vieux clip de Mylène Farmer. C'est marrant. C'est ça. Je crois d'ailleurs savoir que tu es très bon photographe et que tu en gardes beaucoup de traces. C'est peut-être un projet d'expo un jour d'ailleurs, des photos de Thibaut Vulin sur ses urbex. Oui, sur Insta, tu veux dire? Mais oui. Petites choses sur Insta, oui, c'est du bricolage, ça. Oui, mais bon, on sent ta sensibilité. C'est gentil de la part d'un artiste comme toi. En tout cas, Thibaut, vraiment, merci beaucoup pour ces échanges. Je pense qu'on a, à nouveau, pour vous tous, eu l'occasion de... J'espère que c'était intéressant, parce que on s'écoute parler, malheureusement, c'est assez détestable. C'est évident. On voit que ça traverse des questions qui sont complexes à manipuler, et heureusement qu'il y a des acteurs comme toi pour apporter des réponses aujourd'hui pour la fabrique de la ville de demain. En tout cas, c'est fini pour cet épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se rejoint bientôt avec un nouvel interlocuteur, mais ça, c'est une nouvelle aventure urbaine.